le micro et la caméra de tout le monde. Donc, ce serait bien de les laisser désactiver. Comme ça, on aura une meilleure connexion. Donc, Ségolène, après, il faudra que toi, tu réactives ta caméra et ton Mhm. micro. Ça marche. Après, si vous avez des questions, dans la barre d'outils en bas ou en haut sur les iPads, vous avez une section converser. Donc, vous pouvez utiliser cette partie pour envoyer vos questions. Faites bien attention à mettre les questions pour tout le monde, hein, pas envoyer qu'à à une personne, sinon je ne les verrai pas. Les questions, on va en discuter à la fin de la présentation. Je pense, comme vous l'avez vu avant, la conférence elle a été sponsorisée par Phonof, donc on tient à les remercier vraiment beaucoup. Et le thème de cette présentation, vous l'avez vu aussi avant, c'est le glaucome pour l'optométriste, du diagnostic à la prise en charge post-opératoire. Et la présentation, elle sera faite par la doctoresse Ségolène Römer, qui est spécialisée en ophtalmologie et en ophtalmochirurgie. Donc, bonne présentation à tous. Et puis, je vais te laisser la parole maintenant. Ça marche. Alors, Je pense que Marion, elle peut maintenant désactiver tout le monde. juste redis-moi si du coup ça, si on voit bien ma présentation. Mhm. Hop. Partager. Je pense que c'est bon. Ouais, là, c'est tout bon. Super. Merci beaucoup. Super. Donc, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de parler de glaucome avec vous, surtout que c'est une discipline qui est particulière en ophtalmologie et on a d'autant plus besoin de l'aide de l'optométriste dans la prise en charge, tant sur le diagnostic que en consultation et pour le suivi. Et je souhaitais aborder quelques points avec vous. Alors, c'est une maladie qui, comme je le disais, est un peu mal perçue parce qu'on a toujours l'impression qu'avoir un glaucome, c'est une fatalité et que les gens vont forcément atteindre la cécité, ce qui n'est pas le cas. Fort heureusement, de nos jours, on a des outils diagnostiques et surtout des prises en charge beaucoup plus personnalisées avec des approches aussi médicamenteuses ou chirurgicales bien plus spécifiques. Donc, je vous ai fait un petit acrostiche pour vous présenter les différents points que j'aurais aimé partager avec vous. Donc, le glaucome, il faut se dire que c'est en 2020, il y a 72 millions de personnes dans le monde atteintes de glaucome, tout type de glaucome confondu, et on pense qu'on va passer en 2040, il y aura 140 millions, donc c'est énorme, on aura doublé. Par quels moyens en fait on peut être amené à parler de glaucome quand on est optométriste, selon moi? Les lentilles et l'astigmatisme, ça fait peut-être partie des cas où vous avez, si vous êtes en magasin, des patients qui viennent et qui disent: j'ai été opéré du glaucome et c'est la catastrophe, je ne vois rien. Ça n'est pas lié à leur pathologie, mais au post-opératoire, et je vous expliquerai pourquoi après. Et je partage volontiers, et n'hésitez pas aussi à échanger par rapport à vos habitudes, ce que vous avez vu, vos questions, vos remarques. C'est toujours pertinent. Ensuite, le glaucome, ça peut être urgent et parfois, c'est vous qui allez vous en rendre compte parce que vous allez avoir des patients, si vous avez des outils pour mesurer la pression, ça va permettre de dépister des gens qui doivent impérativement être référés. Mais c'est également urgent parce qu'on voit trop de patients qui ont des antécédents familiaux, qui n'ont pas été suivis, qui n'ont pas fait de dépistage. Il faut les encourager en ce sens à venir plus fréquemment voir un spécialiste ou un ophtalmologue, mais globalement, prendre un avis. Ensuite, il y a le champ visuel. Alors ça, c'est tout un débat parce que je vous expliquerai aussi par la suite la place du champ visuel dans le dépistage, mais aussi dans le suivi et quelles sont les astuces ou surtout les choses que vous devez prendre en considération. Après, bien évidemment, l'OCT, j'ai vu que vous aviez eu une présentation sur le sujet il y a peu de temps. Je l'aborderai plutôt comme un point complémentaire dans l'approche pour l'optométriste et le travail conjoint qu'on fait. Et puis, comme je le mentionnais, la mesure de pression qui est fondamentale, mais tout glaucome n'est pas forcément associé à une pression élevée. Et également, il y a des fluctuations. Donc, vous pouvez, par exemple, tomber sur une mesure normale, là où en réalité, il y a des mesures bien plus élevées par moment, et inversement.
Et puis l'épithélium cornéen, pourquoi? Parce que la sécheresse, c'est un vrai problème, surtout pour les patients qui vont être traités par des collyres antiglaucomateux, qui ensuite vont avoir des besoins optiques. Et si par exemple on prend le cas du myope fort avec des forts risques de glaucome qui sont adeptes des lentilles de contact, et ben, si vous avez une sécheresse, des gouttes, des lentilles, c'est un peu la catastrophe et vous avez la possibilité aussi de gérer cette partie toute spécifique. Donc maintenant, quelques rappels par rapport à la pathologie elle-même. Point de vue anatomique, on a, comme vous pouvez le voir sur les différentes images, voilà une coupe histologique. On repère bien ici le cristallin, l'iris avec son insertion, les processières qui sont chargées de fabriquer l'humeur aqueuse. Et on voit en avant la cornée. Un dessin qui reprend un petit peu, mais de façon plus schématique, à nouveau les processières qui sont chargées de produire l'humeur aqueuse, la racine de l'iris qui peut être problématique dans certains types de glaucomes, notamment les glaucomes à angle étroit, et puis l'insertion par rapport à la cornée, ce sont des éléments qu'on pourra identifier dans un OCT du segment antérieur. Là, je trouvais ça assez joli de vous présenter ça parce que ce sont des images qui ne sont pas fréquentes et qu'on on apprécie parce qu'elles sont de qualité. C'est de la microscopie électronique avec la lame criblée qu'on voit au sein du nerf optique. Là, c'est un nerf optique sain au milieu que je vous ai montré. Quand il y a la pathologie, on est amené à avoir cet aspect un peu blanchâtre et puis les travées qui sont à l'intérieur. Ici, c'est une coupe où on voit l'artère au centre. En fait, c'est une coupe du nerf optique qui fait cet aspect de V avec l'artère en milieu, l'aspect de la veine, puis tous l'écoulement tout autour du nerf optique qui est probablement une des explications de la physiopathologie du glaucome. Alors justement, en parlant de la physiopathologie, là, vous voyez bien la différence. C'est un cas un peu extrême et pourtant qui était passé soi-disant inaperçu parce que ça faisait des années. La personne qui suivait la patiente a dit « Oh, bah, c'était toujours comme ça ». C'est quelqu'un qui est myope. Non, on a quand même des signes qui nous montrent que c'est un nerf optique pathologique. Si vous avez des possibilités de regarder le nerf optique via des photos, là, il y a des signes qui doivent alerter. Et ça, c'est quelque chose qui est facilement reconnaissable par tout le monde. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une verticalisation du nerf optique. On voit surtout cet aspect extrêmement aminci. On voit des vaisseaux qui sont déjetés vers l'extérieur. Cette atrophie pigmentée aussi. Mais également, un signe qui doit être marquant, c'est la nasalisation des vaisseaux. On voit que dans la portion nasale, tout est reculé. Et ça, c'est pas normal, en fait, parce qu'on peut avoir un petit amincissement temporal. On l'a volontiers chez beaucoup de gens. Mais c'était une patiente qui était myope. Il y a quand même cet élément-là qui doit nous frapper. Il n'y a pas de tissu, quoi. On se dit bien que c'est un nerf optique qui souffre. Alors, quelle en est l'origine, finalement? Il y a plusieurs mécanismes qui sont évoqués. Je vais aborder que les grandes lignes. Mais globalement, c'est une résistance à l'écoulement trabéculaire. Le trabéculum, ce sont des travées qui sont des structures finalement d'évacuation dans l'angle iridocornéen. On pense qu'il y a un principe biochimique qui fait qu'il y a une mauvaise fonction et une résistance, d'où une augmentation de la pression intraoculaire. Sous l'effet de la pression oculaire, vous allez avoir une compression du nerf optique avec une perte progressive du tissu neurorétinien. Ce qu'on évoque de plus en plus, c'est la pathologie vasculaire sous-jacente, parce que les vaisseaux comprimés, chez quelqu'un qui a par ailleurs un contexte un peu général systémique de maladie cardiovasculaire, ça va surajouter un problème à un nerf optique qui a déjà du mal à être perfusé. Moi, je prends toujours l'exemple des patients qui ont des sciatiques, parce qu'on entend beaucoup de gens qui ont mal au dos, des sciatiques, etc. Pourquoi ça peut être grave, une sciatique? Pourquoi ça peut être paralysant? C'est parce qu'il y a un apport nutritif qui manque, il n'y a plus de vaisseau, c'est comprimé par une hernie ou autre. C'est le même principe pour le nerf optique. Il y a quand même un facteur compressif, certes, mais un problème vasculaire peut aussi aggraver une maladie. C'est quelque chose qui est de plus en plus développé. On le voit avec les nouveaux outils comme l'angio-OCT du nerf optique. Et puis, dans des maladies qui sont de plus en plus fréquentes, sous-diagnostiquées, mais qui sont abordées fréquemment par nos collègues généralistes, c'est l'apnée du sommeil. En fait, l'apnée du sommeil, ça fait des hypoperfusions de la tête du nerf optique durant la nuit et ça peut aggraver la maladie.
Ensuite, je vous parlais des blocages mécaniques. Ben, c'est ce que je vous ai montré avant avec l'insertion de la racine de l'iris, les fermetures de l'angle, hein, classiquement. Vous comprenez bien, c'est comme si vous écrasiez un tuyau d'arrosage et il n'y a plus d'eau qui sort. Ben, voilà, c'est le même principe. S'il n'y a pas de place, les canaux évacuateurs ne vont pas fonctionner. La pression va nécessairement monter. Alors, soit c'est anatomique parce que la personne est née comme ça, soit ça peut être en lien avec la cataracte. Donc ça, il ne faut pas hésiter à nous envoyer des patients qui sont hypermétropes. Moi, à partir de plus 2, 50, je me pose quand même sérieusement la question et je rapproche les suivis dans la pratique quotidienne. Et puis, la dysgénésie, mais ça qui correspond essentiellement à des formes un peu plutôt, je dirais, congénitales que je ne développerai pas. Donc maintenant, de votre côté à vous, qu'est-ce que vous pouvez chercher? Qu'est-ce qu'il est important de prendre en considération? Ben, l'âge, parce que plus on avance en âge, plus on a différents types de glaucomes qui peuvent apparaître. Vous avez bien évidemment les glaucomes à angle ouvert, mais comme je viens de le mentionner, les forts hypermétropes avec la composante cristallinienne et le développement de la cataracte vont accroître leur risque de faire des glaucomes par fermeture de l'angle. Ça, c'est important. La pseudo-exfoliation aussi, qui est une particularité, avec du pigment qui vient se déposer dans l'angle, ça aussi, ça apparaît plutôt, ce n'est pas à l'âge de 30-40 ans, c'est plutôt des gens qui ont déjà une cataracte. Ensuite, les antécédents familiaux, ça quand vous avez des patients qui viennent, que ce soit pour des lentilles ou que ce soit même pour des lunettes, etc., une mauvaise vision, posez quand même la question parce que, pour rappel, les antécédents au premier degré sont de vrais facteurs de risque et encore plus quand ce sont les frères et sœurs qui sont atteints. Pour une histoire d'hérédité, si les frères et sœurs dans une famille sont atteints, il faut que toute la fratrie se fasse dépister. Ensuite, ben, on le connaît, les patients africains, plutôt des glaucomes à angle ouvert qui vont faire des formes assez agressives, évoluant rapidement, beaucoup de difficultés chirurgicales. Les patients asiatiques qui ont une anatomie de l'angle toute spécifique avec plutôt des angles dits pleins et qui vont faire des équivalents de glaucome par fermeture de l'angle à bas bruit, mais extrêmement sévères. Et puis, les valaisans. Pourquoi les Valaisans? Parce qu'en Valais, il y a un point commun avec la Bretagne, la Scandinavie et les Inuits, c'est la pseudo-exfoliation. La pseudo-exfoliation, c'est un dépôt de la capsule antérieure du cristallin. Ça va faire comme des petites fibrilles, des petites poussières qui vont se déposer dans l'angle irido-cornéen. Ça induit des variations extrêmes de la pression intraoculaire. Ils peuvent être totalement asymptomatiques avec 40 ou 50 de pression. Et on en retrouve beaucoup en Valais. Donc, probablement une histoire de migration, si vous voulez savoir l'origine. On ne sait pas très bien, mais il y a eu probablement aussi, outre les facteurs migratoires, il y a vraisemblablement un lien avec la neige et le froid, quand on voit aussi les points communs avec les Inuits, la Scandinavie. Pour vous également, ce que j'aimerais rappeler, c'est que si un patient vient uniquement en magasin ou consulter pour un avis mais n'a jamais vu d'ophtalmologue, à mon sens, c'est quand même requis qu'une fois dans leur vie, ils aillent voir un médecin pour faire le point, et ce, particulièrement à partir de 40 ans. C'est assez facile pour des gens qui n'ont jamais rien eu et qui viennent pour un début de presbytie, à penser à leur signaler que c'est bien de voir une fois pour une visite au moins. Et nous, ça nous permet de dépister pas mal de facteurs de risque parce que c'est quand même à partir de 45-50 ans qu'on va voir des angles étroits. Et puis, dans cet âge-là, on a quand même des possibilités thérapeutiques qui sont potentiellement du laser et qui limitent les situations dramatiques comme on a pu en voir par le passé. La pression intraoculaire, ça c'est aussi un facteur. Je sais que certains d'entre vous ont à disposition des outils pour pouvoir la mesurer. Pas besoin d'alerter les patients, etc. Dans l'ensemble, moi je dirais à partir de 20-21, il faut quand même se poser la question de refaire une mesure à l'aplanation et puis qu'ils puissent avoir un avis en consultation. Après, ce qu'on peut voir par rapport à la tension intraoculaire, c'est que dans les moyens les plus accessibles, vous allez avoir la tension à l'air, tension à l'ICAR ou la tension à l'aplanation. La tension à l'air, elle a tendance à surestimer un tout petit peu. Donc, si vous voyez un patient qui a 25, bah oui, ça vaut la peine de faire une mesure en Goldman parce que Goldman, il aura probablement il sera probablement dans les normes. Puis, on vérifierait
ça également en associant une mesure de pachymétrie, puisque comme vous le savez, la pachymétrie est déterminante pour pouvoir voir si on a vraiment une vraie hypertonie oculaire ou si on est plutôt sur une fausse mesure, tout en sachant que l'objectif est de dépister les hypertonies oculaires et non pas les glaucomes. C'est comme la tension artérielle, vous n'attendez pas d'avoir un accident vasculaire cérébral avant de dire c'est bon, je vais enfin accepter un traitement de tension. Donc là, c'est pareil, il faut nous les envoyer, puis on fait un petit check. Ce qui peut être intéressant pour vous et que vous devez apprendre à vérifier si vous ne le faites pas déjà, c'est le signe de Van Eyck, comme je l'ai montré sur l'image. Le principe est simple, vous vous mettez en fente fine avec la fente qui va être sur le bord temporal de votre cornée et puis on mesure l'espace, la distance qu'il y a entre la face postérieure de la cornée et l'iris et puis selon cet intervalle, on a un système de gradation. Quand il y a peu d'espace, il y a un fort risque que l'angle soit étroit ou qu'il y ait une composante particulière, une insertion antérieure de l'iris qui peut expliquer des problèmes de pression intraoculaire. Donc maintenant, voilà, j'en ai terminé avec les rappels. Je voudrais juste ajouter que quand même un myope fort ou un hypermétrope, c'est quelqu'un qui doit aller voir un ophtalmologue parce qu'on a des gens qui nous disent « Ah oui, oui, j'allais quand j'étais encore pendant les études et puis maintenant, j'y vais plus. » Bon, il y a d'autres choses à vérifier, hein. Il n'y a pas que le glaucome, ça vous le savez, mais il faut vraiment, vous êtes les premiers interlocuteurs à mon sens, que les patients vont écouter, même parfois plus que leur généraliste. Donc, si vous voyez que les gens n'ont pas vraiment de suivi, on se rend disponible. Pour ce qui est de l'OCT, je vais reprendre la comparaison qu'il y avait avec l'image histologique. On a maintenant des outils qui nous permettent, autrefois on faisait uniquement des échographies, et puis maintenant on a quand même l'OCT du segment antérieur qui nous permet d'analyser davantage les facteurs prédisposants. Alors vous avez de nombreuses mesures, je ne rentrerai pas dans les détails des dispositifs qui sont sur le marché. Le premier, c'était les OCT visantes. On a maintenant, moi je travaille personnellement, on a l'Antérion. Tous ont des avantages, des inconvénients. C'est comme pour toute chose. Ce qu'il faut voir, c'est l'intérêt qu'on peut y trouver dans des dépistages, notamment d'angle étroit pour justifier des traitements avec des traitements par des lasers pour réouvrir l'angle. C'est souvent vous qui allez être en première ligne pour faire les images. Donc, je vais pas, je vous ai mis en référence l'article, c'est un article assez récent qui reprend justement toutes les mesures qu'on peut identifier. C'est vrai que nous, en tant qu'ophtalmologue, parfois on va un peu vite et il y a des détails qu'on vous confie, notamment par rapport aux vérifications des points qui délimitent l'angle iridocornéen et identifiant si c'est un angle serré ou non. Donc, il faut que vous repériez où est la ligne de Schwalbe, qui est la ligne où se termine la desmette. Il faut que vous appreniez à voir où est l'éperon scléral selon la densité. Et tout ça, ça nous permet de voir cela. Alors, ce sont des exemples. L'un, c'est un patient qui a une concavité de l'iris. Donc, vous voyez que l'angle est grand finalement. C'est comme en mathématiques, hein, l'angle est ouvert ou fermé. Là, il est ouvert, mais vous constatez aisément que l'aspect de l'iris est complètement pathologique. C'est un iris concave dans un contexte de syndrome de dispersion pigmentaire qu'on peut traiter avec un laser irien, et l'iridotomie périphérique va permettre de redresser l'iris et ainsi éviter les frottements, donc diminuer la dispersion du pigment dans l'angle, ce qui permet d'éviter un passage d'une dispersion pigmentaire à un authentique glaucome pigmentaire. Là, la situation est différente sur cette deuxième image. Vous voyez bien sur les points de repère, il n'y a pas de place en fait. Ça, c'est la racine de l'iris. L'angle est complètement fermé. C'est un patient qui m'avait été adressé où on me dit oui, on a un doute, bon, il a un peu mal à la tête le soir, de temps en temps on a des pressions qui varient, on a mis une monothérapie. Oui, on a mis une monothérapie, mais la monothérapie, elle va soit diminuer la production d'humeur aqueuse, soit elle va faciliter l'écoulement. Mais s'il y a un facteur mécanique comme celui-ci, ça ne fonctionnera pas. Donc dans ces cas-là, c'est une justification et qu'en plus on peut montrer au patient pour lui dire oui, il y a une vraie indication à faire un laser et même éventuellement une iridoplastie pour rétracter la racine de l'iris. Et ça se fait en suivi par un OCT du segment antérieur. C'est beaucoup moins invasif que les anciennes échographies.
Maintenant, si on reprend le nerf optique, je pense que ça a dû être abordé la dernière fois. euh, Lors de la présentation que vous aviez eue avec la répartition des fibres nerveuses au sein de la rétine, les cellules ganglionnaires qui vont se rejoindre et former les fibres RNFL qui pénètrent dans le nerf optique. Les travaux de Hood sont assez intéressants parce qu'il reprend bien justement la place de l'imagerie, quels sont les facteurs en OCT, ce qu'il faut chercher. Et puis, c'est tout à fait accessible comme analyse et je trouve que c'est assez percutant parce qu'on comprend mieux du coup l'intérêt de certaines images et de la complémentarité d'un OCT RNFL par rapport à du mapping maculaire. Donc là, on voit bien, hein, il y a des zones qui sont de plus grande faiblesse, avec notamment sur la partie jonctionnelle avec le nerf optique. Si vous vous rappelez de l'image que je vous ai montrée, je vous avais parlé hein, justement de ces zones d'atrophie avec l'amincissement qui va avoir des conséquences assez sérieuses si on ne prend pas le temps d'analyser image par image et effectuer une bonne segmentation. Donc là, si on reprend les différents éléments, la première chose qu'il est essentiel de faire, c'est bien évidemment de vérifier l'identité du patient. Ça arrive à tout le monde hein, de se tromper, de ne pas mettre sur le bon dossier, etc. Mais le problème, c'est qu'après, on perd une base de données, on perd un follow-up. Donc, bien vérifier l'identité du patient. Personnellement, je travaille avec différents types d'OCT pour l'imagerie du nerf optique. J'ai un petit faible pour la représentation fournie par un Cirrus, même si ce n'est pas la machine la plus récente sur le marché. Mais ce qui est pas mal, c'est que ça nous permet de faire une analyse comparative, comme les autres, hein, mais ça, c'est un choix tout personnel. Mais ça permet de faire une analyse comparative des mesures d'épaisseur sur la moyenne totale. Ça donne une estimation de l'excavation du nerf optique, même si parfois c'est un petit peu biaisé si ce n'est pas tout à fait centré. On peut regarder sur les cartes RNFL, là où on a une perte de fibres, on constate bien que ici, vous n'avez plus, c'est visuel, hein, donc là, vous n'avez plus de fibres. Là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Bon, il y en a un petit peu plus, mais déjà, ça nous donne une approximation, et puis c'est ce qu'on va chercher après quand on cherche une corrélation sur le champ visuel, sur une association entre l'OCT et puis les répercussions fonctionnelles. Ensuite, on voit la carte numéro 3 qui, elle, correspond à une déviation. Et là où on a la localisation la plus significative, finalement, elle est assez normalement comparable à ce qui est fait sur l'autre imagerie. Soyez toujours vigilants par rapport à la segmentation, bon nombre de fois. Et ça, c'est un vrai piège par rapport à certaines machines, certains OCT, pour nous faire un point de repère. Il suffit que vous ayez un décollement postérieur du vitré avec juste là un tout petit corps flottant qui est pile dans l'axe et des fois certaines machines décalent. Alors là, toute l'interprétation est fausse. Donc, prenez soin de bien vérifier les limitations, les délimitations du nerf optique, quitte à demander un contre-avis, parce que des fois, on a des doutes, et puis la segmentation, ça vaut la peine de la relire. Ensuite, vous allez avoir, sur la plupart des machines, maintenant, on identifie le BMO, l'ouverture, en fait, et la limitation par rapport à la broue. Alors, personnellement, c'est un paramètre que je n'utilise pas, même si certaines équipes disent oui, alors c'est très important, ça permet de mieux cibler l'amincissement du nerf optique, c'est un facteur. Je ne l'utilise pas nécessairement, d'autant que les études ont montré que c'est moins significatif comme facteur qu'une variation du RNFL lui-même. Donc, ce n'est pas voilà, quelque chose auquel je prête un grand intérêt. Après, vous avez une répartition par secteur. La répartition par secteur, elle est intéressante pour les mêmes raisons, pour savoir où on va avoir des déficits et puis pour suivre dans le temps et pour voir si ce sont des pathologies qui sont compatibles avec une atteinte glaucomateuse ou si on a plutôt des déficits qui sont marqués qui seraient en faveur de peut-être une pathologie neuro-ophtalmologique, une atteinte toxique, une atteinte qui serait aussi, non pas au niveau du nerf optique, mais une répercussion d'une pathologie cérébrale. Donc ça, c'est important. Et puis, là, je vous ai mis un autre exemple, c'est Optovu. Il y a des représentations qui sont assez pertinentes, je dirais. Parce que là, vous pouvez voir qu'il y a la représentation au niveau du nerf optique, mais également la répartition des fibres au niveau GCL sur du mapping maculaire. Et ça, c'est particulièrement
intéressant à prendre en compte parce qu'il semblerait qu'il y ait quand même des déficits qui apparaissent précocement au niveau du mapping GCL. On peut voir des anomalies, on peut voir des déficits qui précèdent finalement l'atteinte RNFL. Après, c'est aussi d'une grande importance chez des patients particuliers comme les patients myopes forts ou des patients qui ont d'autres pathologies ou qui ont des pathologies vasculaires ou quand on a un tout petit rikiki point qui manque sur un champ visuel. Pensez à toujours compléter la prise en charge par un OCT maculaire. Faites des coupes fines, regardez la segmentation GCL parce que c'est ça qui va nous donner parfois les premiers signes évocateurs d'une atteinte glaucomateuse. Maintenant, quand on regarde, je viens de vous évoquer l'importance du suivi en GCL une comparaison par rapport au champ de vision. Parfois, ça se réduit à pas grand-chose. Quand vous avez un champ visuel et qu'il y a déjà une atteinte assez importante qui s'approche du centre, ayez le réflexe de compléter immédiatement par un champ visuel central. Et c'est aussi cette cartographie GCL qui nous permet de faire un suivi dans le temps. S'il y a un amincissement, finalement, il est parfois plus... il va démarrer sur le GCL avant d'avoir un déficit vrai. Je pense qu'on a dû vous dire qu'il faut à peu près 20 à 30% de fibres avant d'avoir un déficit du champ de vision. C'est énorme finalement, perdre 20 à 30% de fibres, c'est qu'on a déjà une maladie évoluée. Et quand on regarde, je vous ai dit tout à l'heure qu'on était dans un stade d'hypertonie oculaire. L'hypertonie, on peut la tolérer, on peut la traiter. Et ensuite, on passe dans la phase de glaucome quand on a perdu déjà des fibres. Et là, il y a un glaucome prépérimétrique, donc c'est uniquement une atteinte anatomique qui est identifiable sur le CT, ou quand on a malheureusement déjà une atteinte du champ de vision, là, on est dans une forme plus sévère. Alors, voilà, on essaye quand même d'avoir de mettre tous les éléments ensemble pour dépister le plus tôt possible la maladie. Maintenant, passons à la partie sous le champ de vision. Il y a le même principe, hein, vérifier l'identité. Ensuite, la fiabilité de l'examen, s'assurer qu'il n'y ait pas trop de perte de fixation. Les faux positifs, les faux négatifs. On dit qu'entre 20 à 30% de faux positifs ou faux négatifs, en gros, vous oubliez votre examen. Il faut tenir compte aussi, c'est un examen qui est difficile, qu'il faut avoir fait soi-même sur soi une fois. Et c'est vrai qu'il y a toujours celui qui va essayer de faire mieux que les autres et qui va appuyer tout le temps et qui va faire des faux positifs. On va avoir des gens qui sont pas très bien et puis qui vont faire une contre-performance. Moi, je me rappelle d'un patient, une fois je l'ai vu, il me dit « je suis pas bien, il y a eu un décès dans la famille, etc. » On l'a fait revenir un mois après, son déficit était nettement moins marqué. Mais parce que ça, c'est humain. Vous pouvez pas, en fait, avoir toute votre concentration si votre cerveau, il n'est pas là. C'est un examen aussi qu'il faut faire avec le patient. C'est-à-dire qu'il faut bien lui expliquer, il faut le stimuler parce qu'il va vite avoir tendance à lâcher prise. Et puis, la durée de l'examen, quand vous avez, ça dépend du mode que vous choisissez, ça dépend de la machine que vous avez. Mais on ne peut pas tolérer sur des champs visuels complexes, disons un Octopus 900, où vous faites un programme complexe. Vous ne pouvez pas accepter qu'un champ de vision fasse 15 minutes. 15 minutes, c'est au bout d'un moment, il faut qu'il y ait une réactivité. Il faut que le patient y participe. S'il ne participe pas à l'examen, dans ces cas-là, on le fait une autre fois où on le secoue un petit peu en lui disant « bon, maintenant, il faut se concentrer ». Ça arrive des fois qu'avec une petite réprimande, ça aille mieux. Là, on voit des images qui correspondent à des déficits qu'on peut voir. C'est bien, mais pas top. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces déficits, ce sont des projections alors très visuelles, mais ça ne va pas être ce qu'on va utiliser le plus fréquemment pour une analyse fine et précise du champ de vision dans le glaucome. C'est une bonne approximation. C'est-à-dire que si vous avez un patient qui arrive comme ça, pareil, exemple d'une dame que j'avais vue en consultation, à l'époque, elle vivait entre le Canada et la Suisse. Puis elle me disait, n'ayant pas accès aux ophtalmologues facilement, on avait un suivi par un optométriste. Puis l'opto avait super bien suivi. On voyait, il y avait le champ de vision, etc. Le seul problème, c'est que l'opto en question a suivi un déficit.
mais n'a pas adressé pour le déficit et ça, c'était un souci. Donc, c'est quelque chose qui doit vous alerter et quand vous voyez quelque chose, là, vous pouvez, demander un avis, complémentaire, quitte à, reprendre après des suivis si c'est possible, dans vos établissements. Mais, ça vaut la peine quand même juste d'authentifier, quelque chose, voir s'il y a un traitement à mettre en place. Parce que moi, ma pauvre dame, en fait, son suivi, il était super bien fait, mais elle avait pas de traitement. Donc son glaucome, il avançait, il avançait, il avançait avec des pressions non contrôlées. Donc là, on a, quelques anomalies qui sont un peu, voilà, classique, le nasal step, on va avoir, les déficits arciformes. L'altitudinal, il est moins classique, hein, il est plutôt sur des atteintes, je dirais vasculaires du nerf optique. C'est aussi pour ça qu'on ne peut pas dire: «Ah bah, c'est un glaucome» ou bien «C'est ci, c'est ça». Il faut commencer, à chercher les origines. Là, quand on voit une atteinte diffuse comme ça, il faut aussi penser que la cataracte ou les troubles des milieux peuvent faire ça. Donc, bon, même si théoriquement on nous dit que ça peut être une atteinte en lien avec le glaucome, oui, s'il y a une perte diffuse de la sensibilité, mais il faut savoir s'il n'y a pas autre chose. Il y a quand même, dans une moindre mesure, mais quand même, une participation des anomalies intraoculaires dans la qualité du champ de vision, et ça, on doit le détailler. Alors, comment on lit exactement le champ de vision? Je vous ai pris des exemples pour sur la confidentialité. J'ai pris des exemples que vous pouvez trouver sur un livre que je vous ajouterai dans la présentation, qui correspond au manuel de l'octopus. Alors, c'est vrai qu'en Suisse, on a souvent des octopus parce que c'est Axstreit et Kalkstreit, c'est suisse et c'est bien. Donc, voilà, après, il faut savoir que en Europe, les standards ont été plutôt faits sur le Humphrey. Ce sont les 2 seuls qui ont été, comparés, véritablement. Les autres champs de vision sont, soit, des champs de vision, avec, un dépistage, du débrouillage, parfois sont des champs de vision, il y en a en France, qui du coup n'ont pas eu de comparaison avec, d'autres machines standardisées. Donc on aura plutôt des études qui portent soit sur l'Octopus, soit sur le Humphrey, quand vous lisez un peu dans la littérature. Donc là, on a effectivement quelque chose qui nous trouble un petit peu à ce niveau-là. Quand on regarde, bon, c'est un œil gauche, ok, on a vérifié l'identité, etc. On a vu que le patient, il avait été sympa, il a bien participé à son examen. Mais ce qu'on peut constater, quand vous regardez les cartes d'analyse, c'est toujours un petit peu compliqué de comprendre l'intérêt et ce qu'on regarde pas, ce qu'on choisit, ce qu'on choisit pas. Et à verbaliser aussi, des fois, on s'en mêle un peu les pinceaux. Grossièrement, quand vous analysez un champ de vision, ce sont ces 2 images-là que vous devez regarder. Parce que ça, c'est une comparaison. Donc ça, c'est une valeur, en sensibilité, et ça, c'est la mesure des déficits. Mais la courbe, enfin, la partie la plus intéressante, c'est la partie qui correspond au patient lui-même et la comparaison par rapport, pour dire ça grossièrement, aux points pour lesquels il a été là où il a été le meilleur. Il va y avoir une auto-analyse de son propre résultat pour voir, entre tous les points qu'il a fait, par rapport au point où il a été le meilleur, où est-ce qu'il y aurait des anomalies. Donc ça veut dire, en gros, c'est comme si là, il avait été bon partout, et puis là, on dépiste que là, par rapport à lui-même, il y a une moindre sensibilité. Il y a une anomalie qui se constitue ou qui est constituée, et c'est ce qu'on voit en fait sur cette représentation avec un pourcentage. C'est-à-dire que quand on est sûr que ce déficit existe, alors là, il est représenté par un petit point noir. Et 2 points contigus, c'est un vrai déficit qui, euh, qui existe. Ici, on voit aussi quelque chose qui est intéressant, c'est la courbe de sensibilité elle-même. Quand elle est globalement diminuée, ça correspondrait plus à la diminution diffuse qu'on a vue sur l'image précédente. Et je vous avais dit, quand il y a une diminution diffuse, c'est parfois en lien avec des traitements ou parfois en lien avec une cataracte. Quand vous avez un déficit une chute brutale comme ça, une pente qui diminue, c'est qu'il y a plutôt une atteinte qui est précise, localisée. Et c'est ce qu'on retrouve, mais ça, vous pouvez limite le regarder à la fin finalement. C'est ce qui nous interpelle forcément le plus vite, mais c'est pourtant ce qui devrait être regardé à la fin pour voir si c'est compatible. Et puis se dire, ah bah oui, ce qui est noir dans la carte colorimétrique, c'est vraiment perdu. Et ça, il faut se dire que si c'est perdu, c'est perdu.
Maintenant, un autre exemple où là, justement, je vous disais tout à l'heure, quand vous commencez à voir que ça atteint dangereusement le centre, bah, il ne faut pas hésiter, il faut faire un champ de vision central parce que là, vous suivez rien en fait, vous suivez du vent, vous voyez qu'il y a un déficit absolu. Comment on le voit aussi, c'est que c'est tellement absolu que là, il n'y a même plus possibilité de tester. Cette partie-là, elle est morte, elle n'existe plus. Le patient, il l'a perdue. Donc, c'est compatible avec ce qu'on voit sur son aspect du nerf optique, mais il ne faudrait pas que ça commence à empiéter parce qu'un glaucome, même très évolué, on ne perd pas forcément son acuité visuelle. Si vous avez un glaucome qui a 5 dixièmes, posez-vous la question de savoir si ce n'est pas parce qu'il y a une atteinte campiométrique centrale ou s'il n'y a pas autre chose. Par exemple, les patients multi-opérés font volontiers des œdèmes maculaires. Donc, globalement, c'est une maladie assez traître parce qu'elle fait perdre le champ de vision, mais on peut très bien, et on en a des cas comme ça, avoir 10 dixièmes avec un trou de souris, quoi. Les gens, ils voient, ils ont un champ de vision agonique, mais pourquoi? Parce qu'on a réussi à préserver ce petit potentiel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez garder en tête. Après, si on continue un petit peu dans la classification, si vraiment le glaucome vous intéresse, je vous encourage à lire le rapport de la Société française d'ophtalmo qui avait été fait en 2014 sur le glaucome. Ça nous permet de bien, parce que je ne peux pas tout détailler, donc ça nous permet un peu de voir la place des examens, la pathologie, ce qui peut être fait, comment c'est dépisté, etc. Et là, c'est une explication de ce que je viens de vous dire. Donc, c'est plutôt une représentation avec un champ de vision type Humphrey qu'on retrouve plus fréquemment en France. Mais on voit qu'en fonction de la perte de la sensibilité, de la diminution du MD, on va avoir des atteintes qui sont parfois voilà, terminales. Voilà. Nous, on aimerait en rester à débutants, maxi modéré. Là, on est déjà embêté parce que ça peut avoir des répercussions sur la qualité de vie et la qualité de vue. Donc, je vous disais, voilà la référence pour ceux que ça intéresse, ceux qui travaillent sur l'Octopus, c'est très complet. Et puis, ça vient bien compléter aussi les recommandations européennes et de la Société internationale de périmétrie. Maintenant, un autre chapitre qui me concerne tout particulièrement et pour lequel je demande volontiers l'avis du public. C'est-à-dire que quand moi je travaille à Suisse Visio, quand on opère les patients, on a des résultats post-opératoires qui sont toujours très surprenants pour le patient lui-même, qui a un peu du mal à accepter sa vision. Si on le prépare bien, ça va, mais je vais vous prendre quelques exemples cliniques. On a une femme qui est venue, c'est la fameuse dame d'ailleurs qui avait été suivie à l'époque juste sur son champ de vision et qui n'avait pas de traitement. Glaucome pigmentaire, une dame myope forte, chez qui j'ai fait une sclérectomie profonde. Donc, sclérectomie profonde, vous faites une petite fenêtre sur la sclère pour aborder la partie la plus antérieure, c'est-à-dire jusqu'en avant du canal de Schlemm. Pour le libérer, vous allez jusqu'au trabéculum antérieur. Ainsi, vous allez libérer les zones de résistance, si on en revient à la physiopathologie que j'ai décrite initialement. Et l'eau va pouvoir venir. Vous avez une diffusion de l'humeur aqueuse, mais pour stabiliser ça, vous avez besoin de faire des sutures. 2 types de sutures. Les sutures du volet qu'on a constituées, donc c'est-à-dire la fenêtre dans la sclère. Et en l'occurrence, chez elle, les sutures, il y en avait beaucoup. Il y avait 3 points en croix, il y avait encore 2 points en diagonale. Bref, le volet, il était assez saucissonné. Donc, ça crée forcément une déformation de la sclère et ça peut induire un astigmatisme. L'autre chose, lorsqu'on opère de glaucome, pour les chirurgies filtrantes ou autres, valves ou autres, quand on fait un abord conjonctival, on est obligé de faire des sutures. Les sutures, elles vont se résorber à peu près en 3 semaines, mais vous induisez nécessairement un astigmatisme et qui est très important, surtout sur les premiers jours. Les patients, en général, ils ne voient pas beaucoup, et spécialement chez cette dame, puisque un glaucome pigmentaire, c'est un glaucome qui filtre beaucoup en post-opératoire et elle avait une relative hypermétropisation qui était secondaire à cette hypotonie. C'est assez logique. Vous comprenez bien que si vous avez une hypotonie, vous avez un globe mou, vous avez plutôt une hypermétropisation et l'astigmatisme qui découle à la fois de l'hypotonie, mais aussi des sutures.
à 3 mois post-opératoire, on se retrouve avec, OK, sa myopie qui est revenue, mais elle a un astigmatisme nettement plus important. Quand on regarde, la topographie, on voit bien, hein, cet, astigmatisme irrégulier qui correspond aussi à la déformation induite par, les fils et le volet, hein, qui va aplatir, plutôt, la sclère, mais on n'a aucun contrôle chirurgical là-dessus. On a beau être très minutieux, on a beau faire des chirurgies qui sont, paramétrées, rigoureuses, toujours les mêmes et cetera, on aura une part d'astigmatisme qu'on ne maîtrise pas bien. Là, si vous voulez l'image de sa bulle, bon, c'est une bulle, voilà, beaucoup d'eau et puis l'eau, dans la chirurgie du glaucome, c'est un peu comme les stalactites, stalagmites. C'est ce qui est responsable de la cicatrisation parce qu'il y a beaucoup d'eau. Donc l'eau, elle forme la cicatrice, mais elle forme aussi des bulles très, très fines. Ça va être corrosif et là, chez elle, on le constate sur, ça, c'est un anthérion de la bulle de filtration avec, des cavités kystiques, hein, qu'on objective, sur, ces images avec des travées à l'intérieur qui montre qu'il y a un passage, ça, il n'y a pas de souci. Donc ça filtre, elle a une pression qui est excellente. Elle est restée depuis plus d'un an, elle est à 6-8, mais c'est difficile pour la vision. Ce sont des bulles dangereuses aussi parce que pour les risques infectieux, alors c'est d'autant plus difficile quand on essaye de corriger la vision et qu'on veut faire une adaptation en lentille. Mais c'est possible. Alors bien sûr, hein, on a tout testé. Une souple, ça passe pas parce il va y avoir un appui au niveau de la bulle qui correspond pas. Les rigides, c'est une bonne solution, surtout pour corriger une part d'astigmatisme. Alors ça, c'est pas forcément mon rayon, c'est nettement plus le vôtre que le mien, c'est ce que je disais. Et c'est en ça que voilà, vous avez quelque chose à nous apporter, à nous, ophtalmologues, dans le quotidien. Un cas qui est plus simple, c'est l'iWatch. L'iWatch est un dispositif comme une sorte de valve qu'on règle par un aimant. C'est une particularité suisse, ça a été conçu à l'EPFL, c'est encore en cours de développement. Une femme beaucoup plus jeune, avec un glaucome qui était moins sévère. Donc elle a une myopie à -10, un astigmatisme préopératoire. Avec l'iWatch, même si c'est un tube, même si on a une déformation à la surface de l'œil, ça reste assez stable à J3. Vous voyez bien la différence par rapport à une sclérectomie profonde ou une trabéculectomie qui ferait aussi beaucoup d'astigmatisme. Là, ce dispositif, il donne des résultats optiques très intéressants. À 3 mois, elle a souhaité remettre des lentilles. Et puis finalement, vous voyez, j'ai fait une petite flèche pour vous montrer, on a pu la réadapter avec ses lentilles souples comme elle avait auparavant. Ici, on devine une partie un peu blanchâtre, c'est le dispositif. L'iWatch s'insère par le trabéculum à l'intérieur de la chambre antérieure et va faire une déformation, mais finalement qui est peu astigmatogène et surtout respecte le limbe. Donc, ça permet de faire des adaptations plus faciles en contactologie ensuite. Après, un petit détail, et j'aurai bientôt terminé. Les lentilles de contact, c'est bien, c'est mieux, pour beaucoup de choses, mais il faut faire attention avec le glaucome. J'ai pris 2 exemples, il y en a d'autres, hein, des articles, mais particulièrement pour ce qui concerne les lentilles sclérales. Il y a un grand débat concernant les modifications induites au niveau de l'angle irido-cornéen et de la pression intraoculaire. Une étude assez récente, prospective, donc, ça veut dire qu'on ne prend pas des données qui étaient déjà potentiellement manipulées ou mal colligées. Là, c'était une étude qui montrait que pour des patients qui ont une adaptation en sclérale chez des patients jeunes, pour eux, il n'y a pas de souci, ça ne change pas. Mais par contre, chez les gens qui auraient déjà des problèmes de pression intraoculaire, il y aurait quand même un lien. Moi, je vous déconseille, sur des patients glaucomateux, s'il y a une autre solution, je vous déconseille de tenter les lentilles sclérales. Ça nécessite plus d'études pour pouvoir confirmer ça. Nous, on l'a pu l'observer parce qu'on a dans la mesure de pression en continu, on fait ça par lentille. Et on a eu un patient qui a justement, c'est une sorte de lentille sclérale, hein, qu'on met pour enregistrer sur 24 heures. Et on a eu des valeurs mais dramatiques. Et on s'est rendu compte en post-opératoire qu'il avait, plutôt en post-investigation, on a retiré la lentille, on a mis de la fluo, il avait un anneau de striction monstrueux. Donc faites attention quand même, ça ne s'adapte pas à tout le monde, ou en tout cas pas à toutes les configurations.
Et puis, le dernier point, c'est les conservateurs. Bah oui, parce que le glaucome, ce sont des gouttes, des gouttes, des gouttes. Et ça va être le mot de la fin, c'est que ça va perturber la surface oculaire. Ça va être difficile pour vous parce qu'il y aura beaucoup de sécheresse. Ça va être difficile pour des gens qui ont, OK, ils ont peut-être une myopie, ils veulent leur lentille, mais ils mettent une goutte d'analogue de prostaglandine ou autre avec une perturbation de la surface qui peut rendre les choses un peu difficiles. Donc, par rapport à ça, je pense qu'il y a une discussion et qu'on devrait davantage collaborer pour améliorer l'accompagnement de nos patients. Alors, en conclusion, les dépistages, oui, c'est important parce que vous avez vraiment, que ce soit de la consultation, du magasin, que ce soit dans d'autres circonstances, je pense que vous êtes les premiers acteurs finalement, et encore une fois, même plus que les généralistes par moment, parce que le généraliste, finalement, c'est toujours sa priorité, les yeux, tandis que vous, ils vont se confier à vous et vous allez pouvoir observer des anomalies. Donc, c'est oui, mais il faut référer. L'OCT, c'est un outil qui est incontournable. Faire un OCT seul pour le suivi, personnellement, je ne suis pas d'accord parce que même si au bout d'un moment, on ne va pas répéter les champs visuels si on n'a pas d'atteinte campimétrique, il y a quand même d'autres éléments cliniques qui peuvent venir. Il y a par exemple des glaucomes qui étaient traités jusqu'alors avec par exemple une chirurgie filtrante, mais il suffit qu'il y ait une cataracte qui vienne s'installer. Et là, vous aurez une fermeture de langue qui rajoute un deuxième problème. Donc, un problème peut en cacher un autre. Ensuite, le champ de vision, oui, ça traduit la fonction, hein, puisque l'OCT est un examen anatomique et le champ visuel traduit la fonction, mais c'est une atteinte tardive et surtout, n'oubliez pas le 10-2. On a des fois des toutes petites atteintes chez les myopes forts, il faut s'en méfier, des petites atteintes qui sont centrales. Et puis aussi, le glaucome à pression normale donne plutôt des atteintes centrales parce que vasculaires. C'est difficile quand il y a des pathologies maculaires. On a des patients qui ont des pathologies mixtes. Il nous faut les deux pour les comparer. Donc ça, prenez l'habitude, ayez le réflexe en anticipant, ça sera toujours quelque chose qui sera bien vu. Et enfin, la lentille de contact, oui, dans le glaucome, bien évidemment, hein, il n'y a pas... on peut tout envisager, mais en fonction des techniques chirurgicales, vous allez voir que c'est assez compliqué. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Super, alors merci beaucoup pour la présentation, hein, c'était vraiment très intéressant. Je tiens encore une fois à remercier Fonoff. Je crois que Sandrine, elle est connectée, donc merci beaucoup d'avoir soutenu et d'avoir sponsorisé cette conférence. Donc maintenant, si quelqu'un a une question, il ne faut pas hésiter à écrire. Dans la section converser, vous travaillez dans la barre d'outils. Moi, j'avais une question. Au bout d'un moment, vous avez parlé de la dispersion pigmentaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous traiteriez dès le diagnostic ou bien est-ce qu'il faudrait attendre de voir des changements au niveau de la pression? Alors, en fait, dans les études, on a montré que, enfin, globalement, dans la littérature, ce qu'on a pu voir, c'est que la dispersion pigmentaire, c'est un état au départ. Ce n'est pas forcément associé à de l'hypertonie, c'est-à-dire que c'est un élément anatomique avec une concavité de l'iris. Si justement, il n'y a pas d'hypertonie, c'est pile le moment où il faut les traiter. Parce qu'en faisant un laser, une iridotomie périphérique, vous allez inverser ce frottement, vous allez enlever la concavité et en limitant la dispersion, vous allez empêcher la constitution d'un authentique glaucome et d'une hypertonie. Donc, il faut, à partir du moment où on a une dispersion ou un aspect particulier, il faut faire le traitement. Ensuite, il y a un deuxième paramètre. Si on a une hypertonie oculaire, ça veut dire qu'on a déjà le trabéculum qui est bouché par le pigment. On peut tenter, mais il y a certaines études qui disent qu'au-delà de 45 ans, ça n'a plus d'intérêt. C'est trop tard, il y a eu trop d'années de frottement. Donc, encore une fois, oui, alors après, il y a eu quelque chose qu'on pourrait faire comme traitement sur une hypertonie dans une dispersion, c'est une trabéculoplastie. Mais là, on n'est plus dans une approche préventive, on est déjà dans du thérapeutique, tout en sachant que les trabéculoplasties, donc c'est du laser spécifique sur le trabéculum pour réduire la pression au lieu de mettre des gouttes, c'est assez intéressant, mais il y a des risques d'hypertonie
post-laser assez importante parce que ça libère encore plus, ça va pulvériser le pigment et ça va boucher transitoirement davantage le trabéculum. Donc, grossièrement, je dirais, il ne faut pas attendre l'hypertonie. Et s'il y a l'hypertonie, on peut encore faire quelque chose, mais pour des patients on dirait, plus jeunes. Ce qui tombe assez bien parce que globalement, une dispersion pigmentaire, c'est des patients, je dirais, moins de 40 ans au départ. Ok, super, très intéressant. Bah, j'ai eu un cas justement en clinique et je l'ai référé à un ophtalmologue. Mhm. Et ils ont contrôlé la pression et puis ils ont dit qu'il y avait pas besoin de faire de traitement. Alors justement, faut peut-être envoyer à un Faut certain l'envoyer chez spécialiste, moi. mais c'est bon, c'est bon à savoir. Sinon, j'avais une question. Il y a une question de Marine qui Mhm. demande si vous utilisez l'électrophysiologie. Alors oui et non. C'est-à-dire oui parce que on fait des patterns ERG pour l'enregistrement de l'activité électrique du nerf optique qui permet ainsi de traduire la conductivité au sein du nerf optique. Mais c'est un examen qui, à mon sens, est une orientation, mais qui ne peut pas être considéré actuellement comme un élément diagnostique ni thérapeutique. On n'a pas assez de données, on n'a pas intégré ça dans les recommandations internationales. Je pense qu'on en est encore au balbutiement de l'intérêt de l'utilisation et la compréhension. Il y a quand même des situations où on remarque chez des myopes forts avec des anatomies particulières ou des gens qui prennent certains traitements, on va avoir une conductivité ralentie, on va avoir une électrorétinographie, un pattern ERG qui va être altéré et on ne sait pas très bien ce qu'on doit en faire. Moi, au quotidien, dans les rares cas où je l'intègre dans ma pratique, ça va être quand il y a un doute diagnostique ou quand on veut confirmer une souffrance du nerf optique. Là, ça peut être intéressant. Si c'est le seul argument que j'ai, que tous les autres paramètres sont normaux, ce qui est arrivé quelquefois, j'aurais tendance à le garder dans un coin de ma tête, mais je ne vais pas démarrer un traitement uniquement sur cet argument. Ok, super, merci. Et une autre question de Christian Warhol qui voulait savoir s'il y avait un ratio entre le glaucome à basse pression et le glaucome à pression élevée. Oh, c'est une faible proportion, le glaucome à pression normale, parce que pour plusieurs raisons. Parce que déjà, il y a beaucoup de glaucome à pression normale qui sont considérés à pression normale, alors qu'en réalité, il y a un autre facteur. Je pense notamment au glaucome par fermeture de l'angle. Alors, on va avoir des patients qui disent non, mais moi, j'ai fait contrôler, j'ai été voir un ophtalmologue, un opto, peu importe. Oh, ma pression, elle est à 15, c'est très bien. Oui, c'est très bien, sauf que si vous avez un angle étroit, la nuit, vous allez avoir des pressions qui montent peut-être jusqu'à 25, 27. Et si personne ne fait une gonioscopie pour examiner l'angle irido-cornéen, ben, voilà, vous allez rester avec une image qui va s'altérer, un nerf optique qui va se dégrader, lentement mais sûrement. Et puis, on va dire, ah oui, c'est forcément un glaucome à pression normale. Pas du tout, en fait. Il y avait un autre facteur déclenchant. Ensuite, le glaucome à pression normale est sous-diagnostiqué, tout comme les syndromes d'apnée du sommeil sont sous-diagnostiqués, alors que c'est un facteur prépondérant dans la maladie. Je dirais que aller peut-être sur moi, ça représente largement moins de 10% de notre activité pour le moment. Moi, je pense qu'il y a, il y a une part, entre guillemets, de pression normale chez des gens qui ont déjà des maladies. C'est un peu le fourre-tout, en fait. Quand on voit un glaucome qui progresse, on dit qu'il y a une part à pression normale. Et j'en reviens à ce que je disais, c'est surtout qu'il y a, à mon avis, une composante vasculaire qui est négligée et qu'on va davantage intégrer dans notre pratique avec l'utilisation de l'angio-OCT et qu'on comprendra mieux avec le temps. Et il y aura un traitement spécial justement quand il y a un glaucome à pression normale ou bien Alors, c'est plus ou moins dans la le même glaucome chose? à pression normale, si on est dans un contexte avec un patient qui est syndrome d'apnée du sommeil, vous traitez l'apnée du sommeil, vous résolvez le problème, quasiment. Pour d'autres patients, quand c'est plutôt des petites dames un peu, on va dire, des petites dames un peu avec une hypotension. Pourquoi je dis des petites dames avec une hypotension? Parce que
Euh, il y a ce qu'on appelle le syndrome de Flammer qui est discuté, plus ou moins controversé, qui a quand même son intérêt, qui traduit une anomalie systémique vasculaire qui n'est pas gravissime en soi, mais qui correspond à pas mal de patientes, on va dire autour de 60 ans, plutôt menues, qui ont des hypotensions. Et puis ça, c'est très difficile. Ça fait des glaucomes, en fait, à bas bruit et qui correspondent à des sous-perfusions, sauf qu'on n'a pas de médicaments pour faire monter la pression artérielle. On sait la faire descendre, mais on ne sait pas bien la faire monter. Et ça endommage progressivement le nerf optique. Là, ça devient ultra difficile parce qu'on fait des chirurgies filtrantes. On abaisse encore plus la pression, c'est la seule chose qu'on a, et pourtant, ça peut continuer à évoluer. Et on n'est pas encore assez performant là-dessus. Peut-être que l'imagerie va nous aider à mieux cibler, mais pour l'instant, on n'a pas, voilà, pas encore de solution efficace. Oui, ouais. Alors, moi, j'avais encore une question aussi. Au bout d'un moment, vous nous avez montré des photos de bulles après une Sclérectomie. sclérectomie profonde, si je ne me trompe pas. C'est quelque chose qu'on verra peu de temps après l'opération, mais c'est quelque chose qui peut arriver aussi après plusieurs années. Ah, vous pouvez toujours faire de. Nous, on a des collections d'images de bulles, hein. La bulle, vous pouvez faire des OCT segmentaires de la bulle dès le départ. C'est justement ce qui nous montre qu'il y a une filtration. Il y a plusieurs paramètres qu'on va identifier. Ça dépend de la technique. Dans la sclérectomie profonde, on conserve une petite membrane de perméabilité, on va dire. Et puis, lorsqu'on fait un examen de la bulle de filtration, on va essayer de rechercher cette petite membrane pour voir si elle est ouverte, pas ouverte, si on doit la percer avec du laser. Ça, c'est un facteur qu'on peut mettre dans le suivi du patient. Alors, si on a de la chance et que la bulle est toujours efficace, vous pouvez trouver ça 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, même peut-être après. Vous pouvez encore avoir de l'eau comme ça dans la bulle avec un aspect ce qui était à l'époque une hypoéchogénicité en échographie en UBM. Maintenant qu'on retrouve aussi un aspect identique sur l'OCT segmentaire, on peut l'avoir, hein, cet aspect. Là, chez cette dame, je vous l'ai montré parce que c'était assez parlant. On voyait bien les bulles et on voyait que c'était fin et que ça faisait des petites travées. Mais sur une bulle de filtration qui n'est pas cloisonnée comme ça, on peut avoir juste une grosse poche d'eau. Ok, mais elle ne devrait pas grandir et puis après rediminuer avec le temps. Bien, est-ce qu'elle fluctue quand même un petit peu? Alors, la bulle, elle peut fluctuer en fonction de, justement, avant, après laser, quand on fait par exemple ce qu'on appelle les gonioponctures qui ouvrent cette petite membrane qu'on a laissée en place lors de la sclérectomie profonde, on peut voir une bulle qui grossit. Mais normalement, à partir de, je dirais, 3 mois post-opératoire, vous avez une taille de bulle, elle aurait plutôt tendance à diminuer qu'à augmenter, puisqu'en général, l'arrivée d'eau va se tarir, puis il va y avoir la cicatrice qui va se constituer. Donc, c'est pas quelque chose. Les fluctuations, en tout cas, sont à minima et elle aurait plutôt tendance à laisser un fin filet d'eau à la fin et diminuer en volume. Ok, super, très intéressant alors. Il y a Sarah Ferreira qui demandait aussi si vous conseilleriez de faire un champ visuel régulièrement chez les patients qui portent des lentilles sclérales, mais sans glaucome. Alors, ça peut être extrêmement intéressant. Je pense qu'il faudrait, ça n'a pas été identifié parce que moi, j'avais cherché, on avait une discussion avec une collègue opto au travail et puis on avait regardé un petit peu, ça n'a pas été authentifié. Je pense que ça peut avoir un intérêt. On pourrait très bien imaginer que si on a une mesure de pression, OCT ou pas OCT, si on faisait que le champ de vision, soyons clairs, ça serait dans des atteintes très, très, très tardives, hein, qu'on aurait une atteinte campiométrique avec une sclérale. Ça veut dire qu'on aurait déjà eu des modifications, mais je pense que ça pourrait valoir la peine. Par exemple, peut-être dans des situations particulières, imaginons, je ne sais pas, un myope ou quelqu'un qui a un astigmatisme, etc. Et pourquoi aussi, je pense que ça pourrait être intéressant, peut-être une fois par an, pour se protéger. Juste parce qu'on est quand même dans une ère du médico-légal et que si on voit qu'on a laissé passer quelque chose alors qu'il y a une littérature qui évoque un éventuel souci, ça risque de pas bien finir. Donc oui, peut-être une fois par an. Et puis après, si on voit qu'on peut espacer peut-être faire ça une fois par an, puis après faire ça tous les 2-3 ans. Mais l'idéal, si on voulait vraiment être très, très scrupuleux, il faudrait faire, je pense, démarrer un petit groupe des patients
naïf du port de lentilles sclérales et puis on fait une baseline avec une mesure de pression, un OCT et puis un champ visuel et puis on suit sur un petit groupe comme ça dans le temps et on voit s'il y a des modifications. C'est le seul moyen vraiment de faire un protocole construit. Mais pour l'instant, c'est pas encore fait. C'est pas encore mis en place. OK. Il y a Oscar Gray qui demande dans quel cas quel cas de glaucome préconisez-vous l'angio-OCT? Ah bah, on peut le faire dans tout cas en fait, mais moi je le mets plutôt dans un contexte, les glaucomes justement à pression normale ou les composantes vasculaires. Si vous avez un patient qui est suivi pour pathologie générale, si c'est un monsieur très cardiaque, etc., qui est aussi suivi dans un contexte de glaucome, vous pouvez faire un angio-OCT. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une connexion dans la vascularisation, la maille capillaire maculaire est quand même associée à la perfusion du nerf optique indirectement. Si vous commencez à avoir des défects, une raréfaction vasculaire, une perte de densité vasculaire en angio-OCT maculaire, vous pouvez vous dire que ça pourrait être un facteur expliquant une aggravation d'un glaucome typique, chronique, un angle ouvert. Moi, je le mets volontiers quand on me parle d'un glaucome à pression normale. J'aime bien faire l'angio-OCT maculaire, justement, pour voir s'il n'y a pas des zones d'hypovascularisation. Ensuite, pour ce qui est de l'angio-OCT du nerf optique, on commence à avoir des facteurs qui montrent des zones de non-flux ou de raréfaction du flux. Mais jusqu'alors, les softwares qui étaient disponibles étaient extrêmement limités et les problèmes qu'on a, que vous pouvez rencontrer également en OCT, hein, c'est le fait que la fixation est parfois difficile pour des patients qui ont un authentique glaucome. Alors, aller faire un angio-OCT du nerf optique à quelqu'un qui a un problème de fixation ou bien un myope fort, où on a déjà du mal à trouver des critères sur un OCT, je pense que ça va être un peu l'avenir. À mon sens, on va pouvoir corréler finalement. Il faudrait théoriquement faire des enjeux OCT du nerf optique et de la macula. Et on pourrait corréler, en fait, quand vous regardez ces atteintes du GCL que je mentionnais, il est probable qu'il y ait une association, en tout cas, on peut imaginer qu'il y ait une association entre l'atteinte GCL sur votre mapping et des enjeux OCT maculaires. Merci beaucoup. Et Patrice Kuhl qui demandait en soi, au niveau de la tonométrie à R, est-ce qu'il est censé référer, enfin vous préconisez qu'on l'on réfère si la pression elle est au-dessus de 21 ou bien si la différence entre l'œil gauche et l'œil droit elle est au-dessus de 4? C'est bien correct? Bon, dans les deux cas, parce que tout ce qui est... Ouais, alors, oui et non, c'est-à-dire, souvent, quand vous avez une différence dans les deux yeux, c'est qu'en réalité, le patient, il contracte beaucoup plus. Si c'est le premier œil qui a la plus haute pression, bah, bien évidemment, une fois que vous avez fait le deuxième œil, vous repassez une deuxième fois à l'œil où la pression était la plus élevée. Parce qu'on se rend compte que c'est juste des fois l'effet de surprise. Même s'il y a des mesures itératives avant de faire une moyenne, c'est des fois parce qu'ils ont crispé et puis ensuite, quand on répète, on se rend compte que non, en fait, c'est égal. Bien évidemment, si vous avez une différence, alors oui, il faut quand même nous envoyer parce qu'il y a des glaucomes unilatéraux, c'est pas fréquent, mais ça existe. Et puis ensuite, oui, j'aurais tendance à dire que quand vous commencez à avoir des valeurs au-dessus de 21, bah, on pourra toujours vous reprocher d'avoir eu des mesures et de ne pas en avoir tenu compte. Mieux vaut une petite vérification et puis on dira ah ben, bonne nouvelle, en fait, il n'y a pas de souci. Plutôt que si on se retrouve, il y a quand même, oui, alors ça surévalue un petit peu, hein, mais on a quand même une bonne valeur. Dans la plupart des cas, je dirais dans plus de 3/4 des cas, on a une bonne corrélation, une correspondance entre le Goldman et le tonneau R. Si vous vous retrouvez avec au-delà de 20, 21, oui, je pense qu'il faut faire une mesure et puis une vérification, quitte à dire, bon, allez, on va entamer seulement un suivi, et puis voilà. Mais je pense que dans les deux cas, si vous avez une mesure, une différence significative, enfin une différence entre les deux yeux, ou si vous avez une valeur au-dessus de 21 sur les deux côtés, oui, il faut envoyer. ouais, super. Et toujours bien faire attention à la pachymétrie, bien sûr. Mhm. Et sinon, j'avais aussi une autre question, c'est si on a un patient qui est traité justement pour le glaucome mais qui a un œil qui est vraiment extrêmement sec, est-ce que ça pourrait être une raison pour plutôt l'opérer à la place de le traiter avec des gouttes?
Clairement. Moi, c'est ce que j'ai appris. J'ai travaillé dans trois endroits différents, surtout dans deux services. Et c'est vraiment un facteur que j'ai découvert et on s'en rend compte en post-opératoire. On va avoir une vraie différence sur des patients qui sont opérés après des années de gouttes par rapport à des gens qui sont opérés précocement. Pourquoi? Parce que si vous regardez un peu dans la littérature, Baudouin a beaucoup publié sur l'impact des conservateurs qui restent, même après arrêt des gouttes, les conservateurs restent dans le trabéculum. Donc, c'est hyper toxique, très nocif. Donc, opérer tôt, des fois, c'est une bonne chose parce que ça permet d'avoir des meilleurs résultats chirurgicaux. Et en l'occurrence, quand vous avez un patient qui a une sécheresse, ça veut dire qu'il a une mauvaise tolérance. Si on en revient à la base, vous mettez un collyre, ok, ça ne va pas, vous pouvez mettre un autre collyre. Déjà, toujours, nous, on est censé mettre des collyres sans conservateur, donc des monodoses. Ok, ça ne va pas, on passe à un autre collyre. Après, si la tolérance est plutôt bonne, mais à partir de 2 molécules, l'effet, ok. Une troisième molécule, on sait que l'effet de la troisième molécule est toujours bien faible par rapport à une combinaison de 2 molécules au départ. Donc déjà, plus vous allez cumuler, moins vous allez être efficace. Donc, ça engage plutôt vers discuter une solution d'ordre chirurgical. Et quand on a des sécheresses, par exemple, la dame que je vous ai montrée avec l'iWatch, la photo avec sa lentille de contact, c'était une dame qui avait des problèmes de sécheresse dans un contexte autre, donc on arrivait à stabiliser, la preuve, elle était adaptée en lentille, ça allait, mais au bout d'un moment, ça allait plus parce qu'il fallait augmenter les gouttes pour le glaucome, ça induisait une sécheresse, c'était la cata, elle ne pouvait plus mettre les lentilles, puis à la fin, il n'y a pas une bonne tolérance. Donc oui, c'est une indication à faire une prise en charge. Encore aujourd'hui, en consultation, il y a une patiente, elle a été adressée monothérapie, ils ont déjà fait une autre monothérapie, elle ne tolère pas, les pressions ne sont pas contrôlées, je vais l'opérer. Ok, super. Natacha Gabiou, elle demandait aussi si elle a un patient avec une PIO, qui est enfin une pression intra-oculaire qui est au-dessus de 21, mais que à l'observation du fond d'œil, la papille, enfin les papilles, elles semblent tout à fait normales, il n'y a pas d'excavation importante, il n'y a pas d'asymétrie. Est-ce que vous conseillez quand même de référer ou bien est-ce qu'un suivi en magasin serait suffisant? Non, moi, je conseille quand même de faire venir les gens parce que justement, c'est bon signe si le nerf optique qui va bien et que la pression, elle est limite. Parce que ça veut dire qu'on a peut-être une fenêtre de tir. Typiquement, pour des insertions antérieures de l'iris qui vont être des cas qui vont après se compliquer ou des angles étroits, ils peuvent très bien avoir une pression qui est limite et un joli petit nerf optique. Il y en a plein, hein. Moi, je fais des iridotomies à des patients. Comment on sait que l'indication de l'iridotomie est la bonne? Ben voilà, c'est des patients qui ont des pressions un peu limites, le nerf optique est joli. Vous faites une gonioscopie, vous ne voyez pas trop de structure. Et quand vous appuyez un petit peu lors de votre gonioscopie, ça permet de revoir des structures. Donc, ça signifie qu'en indentant, vous arrivez à rouvrir. Donc, ça, c'est une excellente indication à faire une iridotomie périphérique au laser. Vous gardez votre joli petit nerf optique coloré, peu excavé, et puis vous aurez peut-être les mêmes valeurs de pression ou très peu de différence, sauf que vous aurez évité un blocage et que vous éviterez essentiellement les blocages nocturnes avec un risque de glaucome chronique par fermeture de l'angle. Donc oui, pour des circonstances comme ça, moi j'aurais quand même tendance à dire, tout dépend de l'âge. Alors si vous avez un patient qui a 30 ans, vous n'allez pas lui dire bonjour, vous risquez un glaucome, je vous envoie dans un avis dans un centre spécialisé. Mais si on est autour de 45 ans, un truc un peu limite, un hypermétrope ou quelqu'un qui vous dit qu'il a des maux de tête la nuit ou le soir dans l'obscurité, oui, là, ça vaut la peine, quoi. Ok, super. Je crois qu'on a plus ou moins fait le tour des questions. Je ne sais pas, on va encore attendre juste 1 ou 2 minutes, voir si quelqu'un a écrit. Mais en tout cas, merci encore beaucoup, hein, c'était très intéressant. Avec plaisir. Mais volontiers, en tout Merci cas, moi, d'avoir... si des gens ont des questions ou des pratiques, moi, j'essaie de développer davantage la prise en charge, justement, en contactologie ou autre, parce que ce sont des éléments qui sont peu aussi décrits dans la littérature. Et c'est dommage parce qu'en fait, je pense que ça a son importance. Je pense qu'on a, je pense oui qu'on pourrait
trouver de belles solutions pour les patients. Je pense que ça pourrait aider nos post-op. Je pense qu'il y a plein de choses, voilà, il y a plein d'idées à développer. Puis même sur les approches courantes, hein, parce que voilà, moi je vois des patients, mais vous en voyez aussi, vous pouvez les voir aussi en consultation, en clinique, tout ça. Je pense que ça peut être intéressant aussi. Moi, j'ai tendance à me dire que travailler avec des optos, c'est intéressant pour le développement justement des protocoles d'imagerie. Et c'est vous qui êtes souvent garant de la qualité des images, etc. Je pense que ça peut avoir de l'importance de partager les résultats ou les façons de faire et puis voir si on met en évidence certains marqueurs. Ouais. Très bien, je pense qu'on arrive au bout, hein. Il n'y a plus de questions. Eh bien, parfait. Ouais, donc merci encore beaucoup et puis je vous en prie, avec plaisir. La prochaine fois, on t'invitera pour une autre présentation alors. Ouais. On peut déjà noter. Ça marche. Merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci pour votre participation et puis on se revoit d'ici un mois environ pour une prochaine présentation. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci.